Breton, là aussi, il faut creuser. Comment se fait-il qu'on le voit autant depuis qu'il n'est plus commissaire européen? Il n'a plus de fonction et on l'a jamais vu autant à la télévision. C'est quand même bizarre. Il est de tous les mauvais coups. On le voit effectivement dans cette affaire Hello Kitty et dans d'autres. Bon, mais à la base, il était commissaire européen et c'est lui qui a fait le règlement de censure DSA. Alors c'est une coproduction ce règlement de censure parce que il a été définitivement voté au Parlement européen le 5 juillet 2022. J'invite toutes les personnes qui nous regardent à aller voir la feuille de vote sur le site du Parlement européen. C'est pas forcément facile à trouver, mais si vous cherchez, vous finirez par trouver. C'est toujours en ligne. Et vous constaterez comme moi, et je l'ai déjà partagé sur mes réseaux, qu'il n'y a pas un seul eurodéputé français qui a voté contre ce règlement de censure DSA au Parlement européen. Pas un seul. Ni de LFI, ni du PS, ni de LR, ni des Verts, ni du PCF, ni les macronistes, ni Reconquête, ni le RN. Aucun n'a voté contre le règlement de censure DSA. Donc ça veut dire que ce qui se passe en ce moment, ces dérives très graves demandant la censure, les partis politiques du système, de LFI au RN, et je les mets tous dans le système parce qu'ils l'ont prouvé maintes et maintes fois, ceux qui sont représentés au Parlement sont complices de ça. C'est pas que Thierry Breton. Ils sont complices par leur manque de combativité et par leur vote complice. Et ça, il faut bien que les Français, les personnes qui nous regardent le comprennent. Ces gens-là ne défendent pas votre liberté d'expression. Ils ont voté dans le sens d'une plus grande censure, où ils ont laissé faire à tout le moins. Et ils ne montrent aucune combativité pour la liberté d'expression. Je veux dire, nous, on est dans la rue, hein. On l'était en décembre, en janvier, par des froids de canard, mais je crois que c'est notre responsabilité, c'est notre rôle de secouer le système là-dessus, parce que c'est très grave. Si vous perdez votre liberté d'expression, vous perdez tout. Sans liberté d'expression, vous ne pouvez plus mener aucun combat, sur aucun sujet. C'est la mère de toutes les batailles, hein, la liberté d'expression. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut être très très combatif sur ce sujet-là. Alors justement, comment expliquer que du coup Hello Kitty c'est plutôt un mouvement plutôt de gauche, extrême gauche, mais la droite, voire l'extrême droite, défend plutôt la liberté d'expression et de rester sur X. Comment on peut expliquer le texte de... Bah écoutez, moi je sais pas, vous dites ça, mais bon, Thierry Breton, il était plutôt classé à droite, et c'est le censeur en chef. Valérie Pécresse a dit qu'il fallait quitter X. Et puis, encore une fois, le RN, Reconquête font du blabla sur les réseaux, sur la liberté, parce qu'ils ont bien vu qu'aujourd'hui c'était à la mode. Mais dans les faits, ils ne se battent pas réellement pour la liberté d'expression, et je vous ai rappelé leurs votes ne sont pas contre la censure. Donc tout ça, non, on voit plus d'hystérie, c'est vrai, à l'extrême gauche. Ils sont hystériques parce que ils voient que leur monde s'écroule en réalité. Mais en réalité, les quelques eurodéputés qu'on voit s'agiter au RN, par exemple, ou à Reconquête sur la liberté d'expression, ça ne suit pas derrière. C'est du vent pour tromper les gogos. Parce que derrière, je sais pas, moi je les ai pas vus faire des manifs. On les a invités en manif, ils viennent pas. Ils ne votent pas bien au Parlement européen. Vous voyez, ils ne demandent pas le Frexit. Si vous voulez vraiment retrouver la liberté, commencez par quitter l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est une machine à censure. Et ça ira de plus en plus loin. Ils annulent même des élections. Roumanie, Breton a menacé de le faire aussi pour l'Allemagne si nécessaire. Là, le gouvernement allemand vient de demander, dans le contexte des élections législatives allemandes, le déclenchement, dans le cadre du règlement DSA, de la procédure de crise, qui est la dernière étape avant l'annulation de l'élection, c'est-à-dire une censure totale des réseaux, et c'est la Commission européenne qui devra le faire. Quittons d'abord l'Union européenne. Or, ces partis-là, de gauche à droite, ne veulent pas quitter l'Union européenne. Donc, qu'ils le veuillent ou non, ils sont complices de la censure. La censure, elle passe par l'Union européenne, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il faut être cohérent. Nous, on l'est aux patriotes, eux ne le sont pas. Donc, il y a clairement une volonté de couper la liberté d'expression en France et peut-être de quitter X, ça passe par ce biais-là. Si vous voulez, à la fin, ils quitteront, ces censeurs-là quitteront tous les réseaux sociaux parce que tous sont en train d'aller dans le même mouvement. J'ai cité Facebook et Instagram, c'est-à-dire Meta. Donc c'est aussi WhatsApp d'ailleurs. Mais oui, vous savez que Google a dit la même chose. On va virer nos fact-checkers, etc. Et on va remettre de la liberté. Google, c'est qui? C'est YouTube. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quitter X, Instagram, WhatsApp, Facebook, Google, YouTube. Bah tant pis pour eux. Mais ils vont se retrouver sans voix. Ils vont compter sur quoi? Sur BFM TV. Mais ce monde-là est en train de s'effondrer. Ça ne compensera pas. Donc, si vous voulez, tant pis pour eux. Oui, ils sont paniqués parce que le narratif leur échappe. On le voit bien en ce début 2025. On n'a jamais vu autant de vérités émerger sur l'Ukraine, sur les vaccins, sur l'origine du Covid. C'est maintenant la CIA même qui confirme. Enfin, tout ce qu'on nous disait, les effets secondaires, sur la réalité tyrannique de l'Union européenne, le vrai visage est en train d'apparaître avec cette annulation des élections en Roumanie. En réalité, tout ce qu'on disait et pour lesquels on était traités de complotistes depuis des années, c'est en train d'apparaître au grand jour, avec l'arrivée aussi de Kennedy Jr., de Trump, de Musk aux États-Unis. Et donc, en réalité, c'est ça qui les panique. C'est qu'ils voient bien que leur monde de mensonges s'écroule, leur empire du mensonge s'écroule. Donc, ils veulent censurer. Enfin, écoutez, ça me paraît être une stratégie qui est dangereuse, hein, il faut lutter contre cela, mais qui est perdue d'avance. Ils ont perdu d'avance, ils ont déjà perdu. Parce que du coup, Hello Kitty propose de remettre ces données vers d'autres plateformes, mais ils ne proposent pas un nouveau réseau social français. Ça serait la fin du débat pour eux. C'est-à-dire que, d'abord, il faudrait vérifier la compatibilité de tous ces trucs-là avec
la législation sur les données personnelles, parce que moi je suis étonné qu'on puisse fournir comme ça des fichiers, on balance des fichiers de noms, de contacts. Honnêtement, il faudrait qu'un juriste, également. oui, tout à fait, qu'un juriste se penche sérieusement là-dessus, parce que ça paraît bizarre. Mais au-delà de ça, l'application existe pour ceux qui veulent quitter X, mais ils ont le droit de quitter X. Moi, je vais pas me battre contre cette application. Ceux qui veulent quitter X, quittent X, hein, je m'en fiche. Hein. C'est leur problème. Hein. Vous en verrez, je vous le dis, beaucoup revenir la queue entre les jambes dans quelques semaines. L'air piteux en disant il vaut mieux mener le combat finalement ici, ils trouveront 1000 excuses. L'air bravache, la haine, il faut l'affronter plutôt que de fuir. Bon, ils vous trouveront toutes les excuses du monde, mais ils reviendront. Mais s'ils veulent pas revenir, tant pis, on s'en passera. L'humanité n'y perdra pas grand-chose. Mais si vous voulez, au-delà de ça, vous me disiez, vous parliez de Hello Kitty, s'ils s'en vont, est-ce qu'il y a un réseau français? Il faut une souveraineté numérique française. Ça, c'est un combat parallèle. C'est un combat à côté, parce que, bien sûr que tout ça, ces réseaux-là que j'utilise sont pas français, malheureusement. Mais il n'empêche qu'il faut se battre à côté pour une souveraineté numérique française. On a pris énormément de retard. Il faut, là-dessus, de la recherche publique, de la recherche privée, faire confiance aux entrepreneurs qui créent. On a des petits talents en France, des grands talents. Il faut les aider à se développer. Il ne faut pas qu'ils se fassent racheter immédiatement par les boîtes chinoises ou de la Silicon Valley. Il faut qu'il y ait un état stratège qui leur permette de grossir, de les protéger, faire du protectionnisme si nécessaire. Voilà, c'est-à-dire aller vraiment avoir une commande publique française, faire encourager les pépites françaises, la souveraineté numérique française, les licornes. Pour ça, tout ce que je vous dis là n'est pas conforme avec les règles européennes. Hein. Les règles de l'Union européenne interdisent le patriotisme économique. Donc, en fait, si on n'arrive pas à avoir de pépites françaises ou de grosses boîtes françaises, c'est parce qu'on est contraint par une politique européenne qui nous empêche de faire du patriotisme économique. Or, il faudrait pouvoir le faire. Donc, il faut là aussi quitter l'Union européenne pour pouvoir le faire. Donc, la solution, ça serait de quitter l'Union européenne pour pouvoir développer notre... Bien sûr, si vous voulez développer un environnement économique français, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans n'importe quel secteur, vous devez faire comme tous les pays du monde, c'est-à-dire donner un avantage à vos productions nationales. La Suisse le fait, parce qu'elle n'est pas dans l'Union européenne. Tous les pays, les États-Unis bien sûr, mais enfin, n'importe quel pays asiatique d'Amérique du Sud le fait. La Norvège le fait, parce qu'elle n'est pas dans l'Union européenne. Nous, on n'a pas le droit de le faire. Nous, on est ouvert à tous les vents de la mondialisation, que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne ou à l'extérieur. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas. On va vers ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire une désindustrialisation massive, des paysans qui sont dans la révolte permanente parce qu'ils sont en train d'être liquidés, l'absence de souveraineté numérique française. En fait, dans tous les secteurs, on voit qu'on aurait besoin de patriotisme économique et on ne le fait pas parce qu'on a des règles européennes qui nous empêchent de le faire. On a vu aux États-Unis une censure de TikTok pendant quelques jours. Depuis Trump, c'est fini. Oui. Est-ce que ça serait possible une censure de X en France? Oui, dans l'Union européenne. Vous remarquez d'ailleurs que Trump a rempli sa promesse de campagne. Je suis pas moi j'utilise TikTok. D'ailleurs, mon compte fonctionne bien, mais je fais des choses sérieuses sur TikTok, comme quand on peut faire des petites capsules sérieuses et que ça fonctionne quand même très bien. Tant mieux, mais je suis pas un fan de cette application qui est quand même un peu abrutissante, je pense, à terme. Mais n'empêche que je suis pour qu'elle existe. Après, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants pour pas qu'ils passent des heures et des heures sur TikTok et plutôt qu'ils lisent. Ça, c'est autre chose. Mais n'empêche que Trump a défendu la liberté d'expression. Il a tout de suite remis TikTok. Oui, ils peuvent censurer un réseau social par le règlement DSA de censure, bien sûr. Et moi, je pense qu'ils sont parfaitement capables de le faire. Ceux qui disent ils le feront jamais, vous savez, on me disait ils feront jamais de passe sanitaire. Jamais on vous demandera un vaccin pour prendre un café ou aller à la salle de sport ou prendre un train ou aller à la plage ou un masque obligatoire. Ben, ils l'ont fait. Ils sont capables de toutes les dingueries, ils l'ont prouvé. Donc ils sont capables de censurer X. L'Union européenne est prise dans une fuite en avant. C'est une idéologie qui est en danger. Donc comme toute idéologie en danger, elle devient de plus en plus dingue, de plus en plus totalitaire et de plus en plus radicale. Elle se radicalise. Donc elle fuit en avant. Et elle est capable, dans cette fuite en avant, d'imposer la censure totale. Ça durera un temps, mais c'est possible, ça peut arriver. Donc il faut se réveiller maintenant, avant que ça n'arrive. Et si jamais X disparaît, on pourra aller où pour débattre? Mais dans la rue, il faudra qu'on soit des millions de personnes dans la rue. Parce qu'ils feront X, puis Facebook, puis YouTube. Ils feront tout. Hein. Si ça cède, s'il n'y a pas de résistance là, ils feront tout. Dans la rue, très massivement. C'est pour ça que nous, vous savez, on entretient toujours le combat, y compris sur le terrain, dans la rue, pour que les gens se connaissent en vrai. Parce que si un jour on n'a plus les réseaux sociaux, comment on fait pour se connecter, se contacter entre nous? Si on se connaît en vrai, qu'on a échangé nos coordonnées, qu'on se connaît humainement, ce sera beaucoup plus facile de déclencher le moment venu les mouvements nécessaires de résistance que nous ferons. Avec tout le monde. On appellera l'union sacrée, parce que c'est gravissime. Mais je pense que si ça se produit, il y aura une révolte massive. Il y a des gens qui vivent aussi de ces réseaux sociaux. Il y a des gens qui en ont besoin pour le travail. Enfin, on peut pas faire. Nous, on en a besoin pour le débat politique. Moi, je fais passer beaucoup de messages. Et heureusement qu'ils sont là pour mobiliser, parce que c'est pas la télévision qui va nous inviter tous les matins pour le faire. Vous voyez? Donc il y a plein de conséquences. C'est pas que un loisir. Il y a des conséquences économiques, démocratiques, en termes de pluralisme, en termes d'échange d'idées. Et donc, on devrait se battre comme des lions. Hein, ça, c'est évident. Justement,
vous parliez de ça. Quel rôle a les médias dits mainstream dans cette censure de la liberté d'expression en France pour vous? Ils appellent à la censure. Parce que leur monopole s'effondre. Parce qu'ils ont perdu leur monopole de maîtrise de l'information et du narratif. Donc les médias grand public sont les pires aujourd'hui demandeurs de censure, à quelques exceptions près. Mais ils sont très souvent en demande de censure. La plupart du temps, quand on parle d'Elon Musk à la télévision, c'est pour en dire du mal. Et ça n'est pas pour rien. Tout ça est voulu. C'est une idée, c'est une coloration qu'il faut laisser dans la tête des gens. Musk égale fascisme, égale pas bien, comme Trump. Donc si on ferme X, ce sera pour votre bien. Parce qu'évidemment, ils vont jamais se présenter, le censeur ne se présente jamais comme censeur. Il vous dit toujours, c'est pour ton bien. C'est pour, comme le règlement DSA, ils n'ont pas dit c'est pour censurer les réseaux sociaux, ils ont dit c'est pour lutter contre le terrorisme, la pédopornographie, ça. On est tous d'accord là-dessus. Mais dans les faits, c'est pas ce qu'ils font. Dans les faits, c'est bien pour censurer la liberté d'expression. Donc, les médias grand public, la plupart, pas tous, il y a d'heureuses exceptions, et tant mieux, mais la plupart sont dans cette dynamique de censure parce qu'ils perdent de manière corporatiste leur monopole et leur influence sur les gens. Et moi, je dis, tant mieux. Voilà, tant mieux. Mais est-ce que les gens y croient encore? Parce qu'il y a un sondage qui est sorti, je crois que c'est 63 ou 73% des Français ne croient plus en ce que les journalistes disent. Ben, tant mieux, mais alors moi, je sais qu'il y a ces sondages-là, mais parfois, je rencontre encore trop de gens qui, d'un côté, vous disent qu'ils ne croient plus ce qu'est la télévision, mais qui regardent quand et même. qui, derrière, vous sortent ce qu'ils viennent de voir sur BFM TV en vous demandant quand même. Je leur dis, attends, soyez cohérents. Mais je vous dis, même le meilleur conseil que je puisse vous donner, comme ça, il n'y aura plus de problème d'incohérence dans votre esprit, c'est couper la télévision et rallumer vos neurones. Couper la télévision. Vous savez, moi, c'est un heureux hasard, vers 2010, ma box télé est tombée en panne. Bon, le reste fonctionne toujours, hein, Internet en fait. Et je me suis dit, au début, j'allais appeler le SAV. Je me suis dit, en fait, je regarde déjà quasiment plus. Mais en fait, non, ça m'arrange très bien. Je vais même pas le faire réparer. Vous voyez, donc, et en fait, donc ça fait 15 ans que je regarde plus du tout la télévision. Alors, je vois parfois des extraits de télévision sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Mais je pense qu'il est très sain aujourd'hui d'arrêter avec tout ça. C'est un flux permanent de propagande. Enfin, on l'a vu sur l'Ukraine, on l'a vu sur le Covid, on le voit sur l'Union européenne, on le voit à chaque élection, on le voit à chaque référendum, quand il y avait des référendums en France. C'est un flux continu de propagande, c'est pas de l'information. Pareil dans les journaux et tout. Ils recopient tous les mêmes dépêches, ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas de pluralisme. Donc voilà, donc tout ça. Après, de manière générationnelle, en France, on a les stats là-dessus. Les moins de 45 ans aujourd'hui ne regardent quasiment plus la télévision. Les moyennes d'âge du JT de 20h, c'est 68 ans en moyenne. La moyenne des gens qui regardent le 20h TF1 ou de France 2. La moyenne de toutes les émissions de télé est très, très élevée. Les émissions les plus jeunes en France ont une moyenne d'âge de quasiment 50 ans quand même. Voilà, moi je blâme pas nos anciens, nos seniors, ils ont des habitudes. Et il y en a beaucoup qui ont de l'esprit critique, même s'ils regardent la télévision, donc c'est pas. Voilà. Mais je pense qu'il faut progressivement prendre l'habitude d'aller voir ailleurs. Vraiment. Mais de comment s'ouvrir s'informer l'esprit. du coup? Florian Philippot, homme politique français, ancien député européen et actuel président des Patriotes, s'exprime aujourd'hui sur la question de la régulation et de la censure. Il revient sur les récentes décisions prises au niveau européen concernant la modération des contenus en ligne, critiquant l'influence grandissante des grandes plateformes numériques. Selon lui, ces mesures risquent de menacer la liberté d'expression, un principe fondamental dans une société démocratique. Les débats autour de la régulation du numérique et de la censure sur les réseaux sociaux prennent une ampleur considérable à une époque où l'information circule rapidement et massivement sur Internet. Les plateformes comme Facebook, YouTube, Twitter et Instagram ont acquis un pouvoir considérable sur la diffusion des idées et des opinions. Elles sont devenues les nouveaux espaces de discussion et d'échange où chacun peut s'exprimer librement, du moins en théorie. En réalité, ces plateformes appliquent des règles de modération strictes, souvent critiquées pour leur manque de transparence et leur orientation idéologique. Florian Philippot dénonce ce qu'il considère comme une dérive autoritaire de la part des institutions européennes et des grandes entreprises du numérique. Selon lui, la régulation imposée par l'Union européenne sous prétexte de lutter contre la désinformation ou la haine en ligne est en réalité une forme de contrôle des discours qui ne plaît pas aux élites en place. Des lois comme le Digital Services Act, DSA, renforcent la responsabilité des plateformes en leur imposant de filtrer et de supprimer plus activement certains contenus jugés problématiques. Mais qui décide de ce qui est acceptable ou non? Qui définit les limites de la liberté d'expression? C'est là que réside le cœur du problème. D'un côté, il est évident que certaines formes de contenu, comme les appels à la violence,
Les discours de haine ou la diffusion de fausses informations dangereuses doivent être régulés pour protéger le public. D'un autre côté, cette modération ne doit pas se transformer en un outil de censure arbitraire, où des opinions minoritaires ou critiques envers le pouvoir en place seraient systématiquement supprimées. Florian Philippot alerte sur le fait que des personnalités publiques, des chercheurs ou des citoyens ordinaires ont déjà vu leurs comptes suspendus ou leurs publications supprimées pour avoir exprimé des opinions qui ne vont pas dans le sens dominant. Un des aspects les plus préoccupants de cette régulation est l'influence des grandes plateformes, qui collaborent étroitement avec les institutions pour appliquer ces politiques. En tant qu'entreprises privées, elles ont leurs propres intérêts économiques et politiques, ce qui peut biaiser leurs décisions. Par exemple, des médias alternatifs ou des lanceurs d'alerte peuvent être pénalisés par des algorithmes qui réduisent la visibilité de leur contenu, les rendant presque invisibles au grand public. C'est une forme de censure indirecte, mais tout aussi efficace. Philippot insiste sur la nécessité de défendre une véritable liberté d'expression, sans laquelle aucun débat démocratique sain ne peut exister.